L'histoire de France est pleine de monarques passés à la postérité pour avoir marqué leur époque, le plus souvent pour des règnes jugés positivement. Quelle personne lambda ne connaîtrait pas les Philippe le Bel, les Charlemagne et les Louis XIV? Pourtant, dès lors qu'on s'intéresse de plus près à notre histoire, on se rend compte qu'une fois sortis du périmètre des programmes scolaires et de la mémoire orale, bien d'autres monarques ont un vécu, à la fois dans et hors de leur règne, digne d'être raconté et expliqué. C'est là le but de cette série de vidéos dédiées au roi de France oublié. Aujourd'hui, nous commençons avec le Capétien Philippe Ier, qui aura connu un demi-siècle d'exercice du pouvoir royal dans un contexte historique riche d'événements de premier plan, comme la conquête de l'Angleterre, la première croisade, ou encore les luttes de pouvoir entre la papauté et les monarchies européennes. Ce premier roi à se prénommer Philippe aura connu le troisième règne le plus long de l'histoire de France, derrière ses descendants Louis XIV et Louis XV. Un règne de 48 ans. Philippe Ier est le quatrième roi de la dynastie capétienne, et il aura vécu jusqu'à la fin du XIe siècle. À cette époque, la place de la dynastie est encore mal assurée sur le trône de France. En effet, à cette époque, nous sommes en plein dans la période féodale, et les barons, voulant garder l'indépendance des grands vassaux, menacent le roi de choisir quelqu'un d'autre, car à l'époque, la couronne était encore réputée élective. Cela implique que les premiers capétiens devaient associer leur fils de leur vivant à la royauté, ce qui impliquait qu'un couronnement du fils avait lieu du vivant du roi précédent. Le père de Philippe, Henri Ier, était le second fils du roi Robert II le Pieux et de Constance d'Arles. Sa mère était une princesse slave appelée Anne de Kiev. Le choix d'une épouse royale aussi lointaine est assez révélateur du contexte politique qui régnait à l'époque en Europe. En effet, la papauté de Rome avait établi des règles très strictes en matière de mariage dynastique. Les époux ne devaient pas être cousins germains, mais également la prohibition s'étendait aux cousins du second degré, troisième degré, et ainsi de suite, jusqu'au 8e degré. Ce qui fit qu'au bout de quelques générations, la plupart des familles nobles du royaume, ainsi que des familles royales d'Europe de l'Ouest, présentaient un degré de parenté prohibé. Ainsi, une ambassade partit de France et traversa l'Europe pour atteindre la ville de Kiev. À l'époque, la Russe de Kiev était déjà un état slave qui avait les dimensions d'un empire. Son prince, Yaroslav le Sage, consentit à donner la main de sa fille Anne à Henri Ier. On sait très peu de choses sur Anne de Kiev. Elle parlait relativement mal le français même après plusieurs années de présence en France, et elle était venue dans ce pays avec très peu de proches. Toutefois, c'est elle qui réussit à imposer le choix du prénom Philippe à son premier enfant. Ce qui fut une révolution pour l'époque, car depuis plus de 500 ans, c'est-à-dire depuis que les Francs se sont établis dans ce qui deviendra le royaume de France, les prénoms choisis pour les princes royaux étaient systématiquement des prénoms germaniques. Même le prénom Louis, qui avait été attribué à 5 rois de France par le passé, était une évolution étymologique du prénom Clovis. Mais pourquoi une princesse de culture slave choisirait-elle un prénom grec? Pour expliquer ceci, il convient de revenir dans la Russe de Kiev, et ce quelques décades en arrière. Le grand prince de Kiev de l'époque, Vladimir, qui sera le père de Yaroslav, était un prince païen. Il voulait choisir pour lui et son pays une religion monothéiste. Son choix se porta sur le christianisme orthodoxe, et à l'époque, la plus grande puissance orthodoxe était l'Empire byzantin. Aussi, il fait venir de Constantinople de nombreux missionnaires chargés de répandre la bonne parole. De cette façon, et au fur et à mesure des années, la civilisation des Slaves de l'Est deviendra très fortement influencée par la culture hellénique. L'alphabet qui sera utilisé jusqu'à aujourd'hui par les Slaves de l'Est a été mis au point par un moine byzantin appelé Cyrille. Très forte influence se retrouve également dans les prénoms. En effet, Vasili vient de Basile, Dimitri vient de Déméter qui était la déesse des moissons et de l'agriculture, Yuri vient de Georges, Yelena de Hélène et Irina de Irène. Enfin, un autre élément non négligeable pour expliquer le choix de ce prénom vient du fait que la princesse Anne était elle-même la fille d'une princesse byzantine qui a épousé Yaroslav le Sage, et cette princesse était la fille de l'empereur byzantin Romain II, empereur dont la dynastie prétendra descendre de Philippe II de Macédoine, le père d'Alexandre le Grand. Avec presque 1000 ans de recul, on se rend compte de l'influence que ce choix a pu avoir,
En effet, le prénom Philippe a été porté par 6 rois de France, 7 rois d'Espagne, un roi de Belgique, et l'actuel prince consort du Royaume-Uni, mari de la reine Élisabeth II. À la mort d'Henri Ier en 1060, commence pour le jeune Philippe une régence qui va durer 7 ans. La régence ne fut pas confiée à sa mère car elle maîtrisait toujours mal le français, ce qui l'empêchait donc d'appréhender les subtilités du langage, critère essentiel pour gouverner un royaume. Mais surtout pour une raison de mœurs qui a fait scandale à l'époque. Anne se remaria avec Raoul de Crépy, en l'abbaye de Senlis. La veuve d'un roi et mère du roi du moment porte le titre de reine douairière. Elle acquiert donc un statut où, à un certain âge, il est impensable de la voir se remarier, surtout avec un vassal de moindre importance comme l'était Raoul. Ce mariage étant désapprouvé par tous les évêques, le couple fut alors excommunié et il ne fut plus question d'associer Anne au pouvoir. Avant sa mort, Henri avait choisi pour tuteur le comte de Flandre, Baudouin V, lequel était réputé sage et brave. Cette décision permit d'empêcher les vassaux rebelles à la couronne de tenter quoi que ce soit contre le jeune Philippe. Le contexte du moment était néanmoins favorable. En effet, l'un des plus grands vassaux du royaume, Guillaume le duc de Normandie, était beaucoup plus intéressé par les affaires de succession en Angleterre que ce qui se passait dans le royaume de France. Chose courante à l'époque, il était déjà question de trouver un parti pour le jeune roi Philippe, même si celui-ci était encore mineur. En 1063, Baudouin fit partir une ambassade pour Mantoue, demander pour Philippe la main de Mathilde de Toscane, laquelle était héritière de nombreux domaines en Italie. Celle-ci refusa car ayant fait vœu de virginité pour raisons religieuses. En dehors de cette entreprise, la régence se déroulait sans événements notables, d'autant plus que Baudouin, résidant à Lille pour administrer son comté, restait le plus souvent éloigné géographiquement du lieu du pouvoir. Le décès de ce dernier en 1067 plongera le royaume dans une nouvelle anarchie féodale. D'un côté, Philippe n'était pas prêt à assumer ses responsabilités. Les historiens le décrivent alors de faible personnalité et ayant montré peu d'intérêt aux affaires de gouvernement pendant sa tutelle. D'un autre côté, les vassaux faisant peu de cas du pouvoir tout théorique de Philippe, ceux-ci n'attendaient que l'annonce de la disparition de son puissant protecteur pour s'émanciper. La première épreuve politique et militaire de Philippe ne tarda pas à se présenter à lui sous la forme d'une crise successorale en Flandre. À sa mort, Baudouin, le tuteur de Philippe, laissa 3 fils. L'aîné Baudouin devint comte, 6e du nom, le cadet Eudes sera archevêque de Trèves, et le puîné Robert n'eut droit à rien. Baudouin VI avait épousé une héritière, Richilde, qui lui apporta le comté de Hainaut en dot. Ils eurent pour enfants Arnoul et Baudouin. À la mort de Baudouin VI en 1070, soit 3 ans après la fin de la régence royale, Robert, qui était ambitieux, usurpa le trône de son neveu Arnoul malgré le serment qu'il avait fait de respecter les droits de celui-ci. Arnoul n'eut alors d'autre choix que de se tourner vers Philippe, son suzerain, pour obtenir justice. Philippe n'était âgé que de 17 ans à l'époque, et n'avait que peu d'expérience dans le domaine de la guerre. Pour aggraver la situation, ses autres vassaux ne lui vinrent pas en aide. La rencontre eut lieu le 21 février 1071 au pied du mont Cassel. Arnoul fut tué, et Philippe, facilement défait, dut prendre la fuite, à la suite de quoi Robert put se proclamer comte de Flandre sans opposition. Il sera alors connu sous le nom de Robert le Frison. Mais Richilde voulut continuer la lutte pour son fils survivant. Son second mari, Guillaume Fitz-Osbern, comte de Hereford et proche de Guillaume le Conquérant, avait lui aussi été tué à la bataille de Cassel. Elle obtint alors le soutien de l'évêque de Liège, mais il fut alors battu à leur tour l'année suivante par Robert à la bataille de Mons. Devant la situation, Philippe dut composer. Il se réconcilia avec Robert et scella cette alliance par un mariage. Il épousa Berthe de Hollande, belle-fille de Robert, ce qui lui assura une alliance avec les princes du Nord. Il n'eut pas à regretter son choix. Robert se comportera en vassal fidèle jusqu'à la fin. Baudouin, l'héritier, dut alors se contenter du comté de Hainaut, qui faisait également partie de l'héritage de son père. Ainsi, Philippe sut transformer un désaveu et une humiliante défaite militaire en une réussite politique de long terme. Si l'affaire de Flandre put déboucher sur une résolution, il en est allé autrement du côté de la Normandie. Mais replaçons d'abord le contexte. Guillaume, fils du précédent duc Robert le Magnifique et descendant du chef viking Rollon, avait dû se battre dès son enfance pour faire valoir ses droits. En effet, sa naissance étant survenue hors mariage, les barons du duché ne voulurent pas reconnaître Guillaume le Bâtard comme leur suzerain. S'ensuivit une guerre pour la possession du duché à laquelle participa le roi Henri Ier, soutenant Guillaume.
Ils remportèrent ensemble une victoire décisive à Val-es-Dunes en 1047, ce qui permit à Guillaume de se proclamer duc de Normandie. Dans les années qui suivirent, Guillaume consolida son pouvoir sur le duché et son autorité devint incontestée. Malheureusement, entre-temps, Henri changea d'attitude vis-à-vis de ce dernier, soutenant ponctuellement les rivaux du duc. L'hostilité entre eux culmina jusqu'à la bataille de Mortemer en 1054, où Guillaume vainquit Henri. Ce dernier par la suite fera toujours peser une menace sur le pouvoir de Guillaume, et ce jusqu'à sa mort. La suite est déjà plus connue du grand public. En 1066, Guillaume, faisant valoir une promesse faite par l'ancien roi d'Angleterre Édouard le Confesseur, se lança à la conquête de ce royaume. Il remporta la célèbre bataille d'Hastings, où mourut Harold Godwinson, qui lui contestait le trône du royaume. Guillaume s'empara ensuite de Londres, se fit couronner, et passa les années suivantes à consolider sa conquête, notamment en menant des campagnes dans le nord du pays pour soumettre les barons et les villes s'étant rebellées contre lui. C'est dans ce contexte que s'inscrit le début des relations difficiles entre Guillaume et Philippe. Le roi n'avait pas apporté son soutien actif au duc pour la conquête de l'île, pas plus qu'il ne l'a soutenu ensuite pour mater les très nombreuses révoltes des anglo-saxons, révoltes auxquelles Guillaume répondra par une forte répression. Sur ce point néanmoins, il faut souligner que même si Philippe, en tant que suzerain, est tenu pour son devoir d'assistance militaire à Guillaume, le cas anglais est particulier car il s'agit d'un pays étranger. Le ressentiment de Guillaume envers Philippe est également renforcé par le fait que dans sa rivalité avec lui, il comptait sur le soutien de Robert le Frison qui était son beau-frère. Or ce dernier, on l'a vu, est devenu un fidèle soutien de Philippe. Enfin, Philippe est lui-même très satisfait des conséquences de son inaction. La situation anglaise obligera Guillaume à investir sur le long terme une grande partie de ses ressources à des fins militaires, ce qui diminuera d'autant la menace normande en France. Mais leur rivalité dans le royaume français portera bien au-delà des frontières du duché normand. Les querelles successorales entre héritiers des fiefs du royaume étaient chose très courante et ne manquaient pas d'impliquer un suzerain comme le roi de France ou encore un voisin aux tendances expansionnistes. L'Anjou est un exemple parmi d'autres. Geoffroy II, comte d'Anjou et de Touraine depuis 1040, était un seigneur décrié. Ses innombrables actes de brigandage à l'encontre de la population ainsi que la persécution qu'il pratiquait contre les ecclésiastiques lui ont valu une excommunication de la part de l'Église. Son frère cadet, Foulques de Saintonge, qui lui contestait déjà la possession du Gâtinais, saisit l'occasion de sa déchéance pour l'attaquer militairement, l'emprisonner et lui faire signer la cession de son patrimoine. Plus tard, Geoffroy, après avoir obtenu sa libération, tenta de reprendre la lutte contre son frère, mais assiégé par celui-ci et vaincu en 1068, il retrouva la captivité, cette fois définitive. Dans cette affaire, Philippe sera payé par sa non-intervention. Il obtint le Gâtinais comme prix de sa complaisance dans ce conflit entre vassaux. Ce territoire vint alors agrandir le domaine royal. Plus au sud, à la tête de la province du Maine, la maison des Huguenotes vint à s'éteindre en 1062. Son dernier descendant, Herbert, désigna Guillaume le Conquérant comme son successeur. Mais les seigneurs du comté désapprouvèrent ce choix et entrèrent en rébellion. Il choisit comme comte Gauthier, un oncle par alliance d'Herbert. Ce dernier ne régna qu'1 an et finit par être chassé par Guillaume, qui put installer au pouvoir son fils aîné Robert. En 1069, une nouvelle rébellion des seigneurs manceaux éclata. Ils choisirent à nouveau un candidat apparenté au précédent comte pour diriger le Maine. Ce n'est que 4 années plus tard que Guillaume parvint à nouveau à soumettre ce territoire et lui imposer sa loi. Ici non plus, Philippe n'intervint pas. Du côté de la Bretagne, c'est un autre Geoffroy, le comte de Rennes, qui en 1075 se révolta avec d'autres seigneurs contre le duc Hoël. Guillaume le Conquérant, encore lui, intervint pour faire valoir ses prétentions hégémoniques et alla assiéger les rebelles à Dol de Bretagne. Mais le siège fut levé par l'arrivée de l'armée de Philippe, qui pour une fois s'impliqua dans l'affaire. Guillaume, chassé, s'en retourna sur ses terres. Il faudra attendre 4 ans pour voir la rébellion se terminer et voir Hoël incontesté sur le trône de Bretagne.